Bonjour et bienvenue dans les experts version estivale où on essaye de tirer les leçons du coronavirus, du Covid-19. Et aujourd'hui, on va tirer les leçons sanitaires de cette épidémie, de cette pandémie. On va prendre un peu l'hélicoptère, on va prendre de la distance, on va essayer de voir finalement, s'il y a une nouvelle pandémie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore favoriser la santé par rapport à l'économie ou est-ce que ça va être différent? Et qu'est-ce qu'on devra faire quand il faudra choisir entre deux patients à soigner? Tout ça, on va en discuter avec notre invité qui est Michel Gérard, chef de clinique maladies infectieuses à Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, deux experts chroniqueurs habitués des experts, la journaliste de BX1 Vanessa L'Huillier et à ses côtés le journaliste santé Vincent Liévin qui vient de publier d'ailleurs un livre sur le thème, ça s'appelle les héros surtout du coronavirus, c'est paru aux éditions Kennes. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vincent. Donc, on va commencer par notre premier thème. Le premier thème, il est assez simple. Et si demain il y avait une autre pandémie ou une deuxième vague, comment l'hôpital gérerait cela? Comment on arriverait à gérer ça au niveau sanitaire? Mais je pense qu'on a tiré évidemment les leçons de cette première pandémie en voyant comment on pouvait déployer nos lits pour augmenter la capacité hospitalière. Donc je pense que chaque hôpital a maintenant sa stratégie bien en place et sait quelles sont ses limites. Par exemple. Voilà. Tous les hôpitaux étaient d'ailleurs en plan d'urgence hospitalier et donc on a réquisitionné du personnel. On a vu d'ailleurs que le personnel était extrêmement flexible et extrêmement, je dirais, solidaire l'un de l'autre. Donc on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre et que des personnes peuvent rapidement apprendre à faire un autre métier que celui qu'elles pratiquent d'habitude. Ouais. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous feriez demain comme vous avez fait hier. Oui, ça a bien fonctionné. Je pense que ça a bien fonctionné. Alors, des problèmes de vous occuper d'hygiène à l'hôpital, au niveau des protections, on a vu quand même qu'on s'est quand même plaint qu'il n'y avait pas assez de masques, pas assez de protection, de blouses. Est-ce que là, il y a moyen de faire autrement? Alors, je pense qu'effectivement, la leçon, c'est qu'on doit avoir des stocks stratégiques de protection. Dans chaque hôpital? Je pense, parce que si pandémie il y a, je pense que chaque hôpital doit pouvoir être autonome et on s'est rendu compte à quel point on était dépendant de la délocalisation des entreprises qui fabriquent ce genre de protection. Et dépendant aussi de Iriscare à Bruxelles. Ses capacités à répondre à vos demandes. Oui, enfin, Iriscare n'est jamais qu'un intermédiaire. Je veux dire, les vendeurs de ces protections sont essentiellement en Asie. Et par exemple, en Belgique, il n'y a pas de fabricant de ces fameux masques FFP2. Donc avoir en tout cas des protections en suffisance, c'est vraiment fondamental. Et ça, c'est valable pour que ce soit une deuxième vague, que ce soit une nouvelle pandémie, c'est valable pour tout. Oui, je dirais, ça dépend de quelle pandémie vous avez affaire, évidemment. Si c'est une pandémie de maladie respiratoire, évidemment, les masques vont jouer un rôle central dans la protection des travailleurs. Si c'est une pandémie de troubles digestifs, on va probablement plus avoir besoin de gants, de blouses, de surchaussures éventuellement. Mais c'est vrai que les pandémies les plus probables, c'est l'émergence d'une nouvelle grippe aviaire et donc les pandémies les plus probables, ce sont tout de même des affections respiratoires. Donc les masques ont vraiment un rôle clé à jouer. Vanessa L'Huillier, est-ce qu'on est prêt s'il y a une nouvelle pandémie globalement? Tout d'abord, bonjour. Est-ce qu'on est prêt? Ça, c'est quand même une grande question. Vous parliez là justement de cette partie sur la délocalisation de la production. On a vu aussi des hôpitaux qui se sont retrouvés avec des difficultés financières parce que le prix, notamment des blouses ou le prix des masques, a été multiplié par 2, par 3, par des intermédiaires qui ne connaissaient pas forcément. Et on a joué là-dessus. On voit aujourd'hui qu'on essaye de relocaliser la production avec des masques qui vont être fabriqués notamment en Belgique, mais comme vous dites, est-ce que ça n'aurait pas dû, si c'est un autre type de maladie, est-ce qu'on va avoir une pénurie de gants à un moment donné? Et est-ce que ça n'aurait pas dû être directement prévu aussi dans les plans d'urgence des différents hôpitaux? Oui, on a dit qu'il n'y avait finalement pas de véritable plan pandémie
qui existait. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler spécifiquement? Mais en 2009, quand on a eu la pandémie d'H1N1, tous les hôpitaux devaient avoir un plan pandémique rédigé, donc qui était répondre à l'afflux d'un nombre important de patients, comment les gérer aux urgences, comment organiser les urgences avec un tri propre, un tri sale, comme on dit. Donc ce plan, vous l'aviez, vous? Alors nous avions un plan pandémie grippe avec, effectivement, on avait prévu un comité de déprogrammation des interventions chirurgicales pour mettre le personnel, je dirais, à disposition des unités où on prendrait en charge les patients épidémiques. On avait effectivement imaginé un tri différentiel au niveau des urgences, évidemment en disant les locaux. Je veux dire, c'est un plan qui date de 10 ans. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un fait. moment donné où il doit être remis à jour avec aussi des nouvelles techniques? On opère peut-être plus facile. Mais chaque hôpital a un plan d'urgence hospitalier dans lequel vous avez toutes sortes de choses. Vous devez gérer un attentat, vous devez gérer des urgences. Mais il y a une partie urgence bactériologique, chimique dans les plans d'urgence hospitaliers. Donc c'est faux de dire que ce n'était pas prévu, mais peut-être ça datait effectivement d'il y a 10 ans, il faut l'adapter. Voilà. C'est ça en fait. Vincent Liévin? Moi, ce qui me rassurerait, c'est de voir la réactivité, tant des hôpitaux que des entreprises petites ou grandes qui ont aidé les hôpitaux dans les moments difficiles. Et donc je me dis que si demain il y en avait une seconde, on a déjà appris à être réactif, on le serait encore plus. Et à cela s'ajoute évidemment la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir relocalisé certaines choses. Alors oui, je serais pour qu'on relocalise aussi des masques, pas des masques parce que ça on l'a fait, mais des gants, voire des blouses. J'imagine qu'il y a des sociétés qui sont tout à fait adaptées pour le faire dans un délai raisonnable. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas obligé plus vite les entreprises dans un choix national de dire maintenant on fait ça plus vite. Alors il y a cet aspect-là évidemment, mais il y a l'aspect aussi des traitements et des vaccins. Est-ce qu'on peut mieux prévoir ces pandémies aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une vision un peu à plus long terme pour se dire bon, on sait qu'il y a quand même des maladies qui nous viennent d'Asie et souvent des mêmes terreaux, je dirais, naturels. Est-ce qu'on ne peut pas mieux se défendre? La difficulté, c'est qu'évidemment on ne connaît pas le virus ou la bactérie qui va être pas exactement. On sait que cette famille de coronavirus. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est vrai que le MERS coronavirus, qui est le petit cousin de notre Corona 2, qui sévit en Arabie Saoudite, on a profité en tout cas des recherches vaccinales contre ce MERS corona pour avancer dans la recherche contre le vaccin, contre ce corona-ci. Donc on a probablement pris quelques années d'avance sur la mise au point d'un vaccin pour la pandémie actuelle grâce à ça. Ça prend quand même du temps. Mais ça prend du temps. Et puis les autres pandémies, c'est des pandémies éventuellement d'influenza, puisque c'est l'influenza aviaire. Là aussi, je pense qu'il y a des plateformes vaccinales qui essayent d'avoir une espèce de vaccin générique où il suffirait de changer la protéine de surface pour avoir un vaccin efficace. Oui, donc on tire toujours les leçons d'une pandémie et ça pourrait être utilisé. Mais tout dépend évidemment du germe et de la différence génétique entre les virus qui vont émerger comme virus pandémique. Il faut être en alerte en tout cas et s'attendre à ce genre de choses-là. En tout cas, je pense qu'il y a des plateformes vaccinales qui sont prêtes et qui sont extrêmement mobiles et qui peuvent s'adapter très vite dès qu'on a le génome du virus, qu'on a les protéines, qu'on a bien identifié les protéines de surface. Vanessa. Mais là, vous parlez justement, vous dites, voilà, on ne connaît pas forcément ce qui va arriver, mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas être plus efficace au niveau de la propagation des virus? C'est-à-dire d'essayer de voir, il y a des modèles actuellement, des recherches qui se font, notamment à l'ULB, pour savoir un peu comment un virus se déplace et pour ne pas avoir cette impression qu'on a eu d'être submergé d'un seul coup par un virus qui venait d'Asie, puis d'Italie. On a eu cette propagation énorme après les vacances de carnaval. Est-ce que ça, là-dessus, on ne pourrait pas avancer un petit peu plus au niveau de la recherche, gagner du temps et savoir comment un virus se déplace et peut-être avoir anticipé justement ces mouvements? Le virus se déplace avec les êtres humains, donc le monde est maintenant devenu un village. Donc quand vous avez un foyer dans un pays, il faut effectivement s'attendre qu'avec le mouvement des personnes et des marchandises, ça va faire le tour du monde très vite. Le SARS en 2004
C'était quelques cas dans le Guangdong, qui est une province du sud de la Chine, et puis un médecin qui arrive à Hong Kong, et puis le virus est parti aux 4 coins du monde avec les personnes qui avaient côtoyé. Mais il n'a pas éclaté comme le Covid-19. Non, probablement parce que probablement moins transmissible, et surtout lié au fait que le moment où les gens sont très contagieux est différent. Vincent ? Moi, par rapport à une deuxième vague, je serais plus inquiet sur des aspects comme les antidouleurs ou comme le curare, parce que là, à un moment donné, ça a été sous tension. Oui. On en a manqué. Oui. On en a manqué. Et ça, c'est pas comme des masques. On ne peut pas les faire demain matin. Ça demande quand même des matières premières. Ça demande une technologie qu'on n'a pas encore décidé, en tout cas à ce jour, de rapatrier chez nous. Ça, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est faisable chez nous ? De rapatrier au moins une partie qu'on est... parce qu'à un moment donné, nous, il a même été évoqué qu'on utiliserait les médicaments vétérinaires. Ça a même été utilisé à certains endroits. Oui. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, les réanimateurs avaient chacun leur marotte en termes de produits anesthésiants utilisés, et que dans certains hôpitaux, il y avait des manques du médicament A, et que dans d'autres, c'était le B. Donc, déjà avoir peut-être des plans B, des protocoles alternatifs, réutiliser des plus vieilles molécules, pourrait déjà être... je dirais une solution. Quant à la fabrication de médicaments, je ne suis pas pharmacienne ni spécialiste de la FMPS, donc je ne sais pas quelles sont les barrières potentielles que l'agence du médicament pourrait mettre, parce qu'importer des médicaments, il y a toujours moyen, mais dans une pandémie, c'est les carences sont partout, et les manques sont internationaux. C'est pour ça qu'il faudrait pouvoir le refaire chez nous. Oui, alors il y a aussi cette question, et on va terminer cette question là-dessus, c'est sur les masques. Est-ce que les masques, il fallait les rendre obligatoires plus tôt ? Quel est votre point de vue d'infectiologue et d'hygiéniste ? Mais je dirais que, en fait, maintenant, c'est facile de dire que les masques sont nécessaires et vraiment utiles, parce qu'on a maintenant de la littérature et qu'on sait que des patients asymptomatiques sont porteurs de virus, ont parfois autant de virus que des personnes qui sont malades, et qu'ils peuvent contaminer. Au début, on ne le savait pas. Donc, c'est vrai qu'en dehors... Vous avez changé d'avis, vous, personnellement, là-dessus ? Oui, clairement, parce que c'est vrai qu'on imaginait qu'il y avait que les gens malades qui transmettaient, et que donc la distanciation allait suffire, et que les gens malades allaient adopter des gestes barrières comme tousser dans la manche, des mouchoirs en papier, etc. Mais à partir du moment où des personnes asymptomatiques sont aussi contagieuses, le masque est effectivement une solution qui protège le porteur, mais qui retient aussi les droplets infectieux de la personne malade et qui s'ignore malade. Donc c'est vraiment un masque altruiste. Mais maintenant, c'est plus facile de dire oui, aurait dû mettre le masque dès le départ. Et puis il fallait qu'on apprenne, qu'on soit éduqué à porter le masque. Oui, tout à fait. Parce que moi, autant j'ai été rapidement favorable, mais si on ne savait pas comment l'utiliser, il fallait vraiment bien l'expliquer pour qu'il soit utile. Une des craintes, c'est que effectivement, si le masque est contaminé, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, et que les gens l'utilisent mal, le mettent sous le menton, le retirent, grattent leur nez, et puis finalement se retrouvent avec du virus sur les mains et disséminent le virus partout, on s'est dit... C'est peut-être faire pire que bien que de demander aux gens de porter un masque tout le temps, et ciblons les personnes malades pour le port du masque. Deuxième question, en matière de leçons sanitaires, on s'est dit souvent qu'il fallait choisir entre la santé ou l'économie. Alors, est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce que vous trouvez qu'on a bien fait de mettre la santé très au centre, puis après, au moment petit à petit du déconfinement, de redonner de l'importance à l'économie ? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous ? Mais en tout cas, je pense que le confinement était vraiment indispensable si on voulait avoir un nombre de cas limité, étalé dans le temps. C'est la fameuse courbe que vous voyez, la courbe très, très aiguë, ou la courbe étalée. Donc mettre la santé à l'avant-plan pour ne pas saturer les systèmes hospitaliers et faire qu'effectivement on ne puisse plus soigner les patients. Et à aucun moment vous avez été saturé ? On a frisé les 90% de taux d'occupation. Donc il s'en est fallu de peu que
tous les lits qu'on avait mis à disposition. Et je pense que dans mon institution, on a vraiment déployé notre maximum. On a failli être débordé. Oui. Et qu'est-ce qui a permis finalement, Vincent Liévin, de ne pas être débordé? Mais l'anticipation des hôpitaux qui se sont rendus compte, parce que le pouvoir politique n'a peut-être pas pris la mesure rapidement, mais les hôpitaux, chacun savait très bien ce qu'il devait faire pour se défendre et tenir le coup. Et donc c'est vraiment sur le dernier week-end de mars et le début d'avril, où ils sont passés, pour certains c'était 80, d'autres c'était 90, 95, et ils avaient mis suffisamment de lits soins intensifs pour absorber. Et ça, c'est vraiment... Si on n'avait pas eu chaque direction d'hôpital vraiment compétente, on n'y serait pas arrivé. Et en plus, on avait évolué, on connaissait mieux la maladie aussi. Hein. De semaine en semaine, on améliorait les traitements. Oui, tout à fait. On avait toute la littérature publiée, je veux dire... En quelques semaines, vous avez, je pense qu'on doit être à 50 000 articles sur le Covid quand vous allez sur les sites d'articles médicaux. Qu'est-ce qui explique quand même ce haut taux de mortalité en Belgique par rapport aux autres pays? Alors, parce que si on dit qu'on a bien fait, que tout s'est bien passé, et pourtant on se retrouve avec une surmortalité. Ce qui se passe en Belgique, c'est que toutes les personnes décédées pendant la phase aiguë du Covid en maison de repos ont été comptées comme des décès Covid. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été testées et qui sont décédées pendant la phase épidémique, et donc par défaut... Ouais. C'était suspect, mais pas sûr. Voilà. Voilà. Vanessa. Mais justement, quand on regarde la surmortalité, on voit que finalement, les morts déclarées Covid et les morts, et le taux de surmortalité est quasi identique en Belgique, alors que par exemple en Italie, on est vraiment très en dessous. Enfin, le nombre de morts Covid est très en dessous par rapport à la surmortalité. Alors évidemment, la surmortalité, elle n'est pas liée que au Covid. Il y a aussi des crises cardiaques, des AVC qui n'ont pas été, des ruptures d'anévrisme qui n'ont pas été soignées. Donc voilà, mais il y a aussi une sous-mortalité chez les plus jeunes. On a vu qu'il y avait moins d'accidents de la route qui s'étaient déroulés aussi pendant le confinement, forcément, moins d'abus d'alcool, de substances psychotropes ou ce genre de choses. Mais donc, est-ce que la Belgique a vraiment compté trop de gens et dans les morts Covid? Je ne suis pas certaine. Est-ce que l'erreur est statistique ou pas? C'est ça un peu la question. Parce que là, on se fait punir aussi, enfin la Belgique se fait punir maintenant en termes internationaux, on est un peu pointé du doigt, on ne peut pas aller dans certains pays comme la Finlande parce que on n'a pas un bon taux, on va dire ça comme ça. On leur rend bien, hein, parce qu'on les met aussi sur feu. Oui, du coup. Ils sont en feu rouge. Donc est-ce que finalement, est-ce qu'on a mieux compté que les autres ou moins bien? Est-ce qu'on a bien fait? Je dis, la surmortalité, c'est le fameux BIMOMO, qui c'est cette courbe. C'est vrai que cette courbe calcule tous les décès. Et donc, effectivement, je dis, ça prend aussi les décès d'autres causes. Vous avez les décès notifiés Covid qui, eux, très certainement, surestiment le nombre de décès, puisqu'on a eu une manière de calculer qui était propre à la Belgique et qui inclut tous les décès de maisons de repos comme des décès Covid. Et on sait peut-être que culturellement, en Belgique, il y a beaucoup de gens dans les maisons de repos, qu'il y a eu beaucoup de glissements dans les maisons de repos, et donc des décès dus au confinement et à l'isolement, et que peut-être ça se vivait moins en Italie, où les familles sont plus proches. Il y a peut-être des causes aussi comme ça parfois. On va passer à notre troisième question. Est-ce qu'on peut choisir un patient? Est-ce que dans le cas comme ça d'une pandémie, on peut se dire, celui-là, on va le guérir et l'autre pas? Comment ça se passe? Écoutez, c'est un petit peu ce qui se passe dès que vous avez un plan d'urgence hospitalier et que vous avez un nombre important de victimes à traiter. Hein. Je veux dire, les attentats à la station de Malbec, tous les réanimateurs connaissent ça. Je veux dire, quand vous avez un nombre important de victimes, vous devez donner la meilleure chance à ceux qui ont le plus de chances de bénéficier des soins que vous alliez leur offrir. Et donc, oui, il y a eu, en tout cas dans tous les soins intensifs, des critères, des listes de critères qui ont dû être établis pour que ça ne soit pas non plus, pour aider, je dirais, le clinicien et que ça ne soit pas au cas par cas, avec des critères d'âge, de comorbidité, pour que les patients qui aient le plus de chances de s'en sortir puissent bénéficier des lits de soins intensifs. Oui, on a beaucoup dit qu'on avait laissé beaucoup de malades dans les maisons de repos, un peu décéder et mourir, alors qu'ils auraient pu être traités dans les hôpitaux.
Effectivement, je pense qu'il y a des patients qui n'ont pas été transférés parce qu'ils avaient un grand âge qui prévoyait, je dirais, un risque majeur de décès. Mais aujourd'hui, on referait la même chose? Ou est-ce qu'il y avait le choix? Alors, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le choix parce que les lits étaient tous tellement pleins qu'il fallait effectivement hospitaliser dans un lit d'hôpital et éventuellement à l'USI les personnes qui avaient une chance de s'en sortir. Les soins intensifs, hein, l'USI. Oui, ça, les soins intensifs. C'est vrai que n'ayant pas de traitement non plus à proposer, c'était des soins supportifs. Peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est que les maisons de repos n'ont pas eu assez de soins supportifs et qu'on n'a pas mis l'accent suffisamment sur le confort des personnes, l'oxygène quand vous avez une maladie respiratoire, c'est un minimum. Elle n'était pas équipée pour ça. Il n'était pas équipé. Ça, c'est vraiment la chose à retenir. Donc, c'est clair que sur les 2 dernières semaines de mars, le choix était rapidement fait, c'est-à-dire que les personnes étaient laissées en maison de repos. Surtout là, alors c'est vrai que sur la fin avril, quand les services se sont dégagés, ils ont réintégré, d'ailleurs on l'a vu, et les chiffres de mortalité en maison de repos ont chuté. Mais là, dans cette phase-là, c'était un choix. Mais par contre, ce qu'il faut retenir pour la suite, c'est vraiment de se dire qu'il faut beaucoup plus aménager les maisons de repos. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de décès dans les maisons de repos qui dépendaient des hôpitaux. Parce qu'il y avait un suivi médical plus appuyé et plus fin. C'est déjà la leçon du plan maison de repos qui est sorti cette semaine. Lier une maison de repos à un hôpital, par exemple. Oui, et puis c'est la différence aussi entre les maisons de repos pures et les maisons de repos et de soins. On n'a aussi pas le même public. C'est vrai qu'on arrive de plus en plus tard en maison de repos également, souvent avec des pathologies qui sont déjà un peu plus lourdes. Donc on est souvent déjà dans des MRS, donc maisons de repos et de soins. Mais par contre, moi, ce que je trouve très choquant maintenant, c'est les langues un peu qui se délient aussi. Et où on voit ce personnel des maisons de repos qui explique, comme vous avez dit, la douleur en fait des personnes qui sont décédées, qui n'ont pas forcément eu de soins palliatifs, qui se sont étouffées, des témoignages de personnel soignant qui dit moi j'aurais préféré l'étouffer moi-même finalement pour abréger ses souffrances. Enfin, c'est très très dur et c'est là où même si on se dit de toute façon on ne pourra plus rien faire pour cette personne malheureusement, autant lui apporter quand même une fin de vie la plus douce possible dans ces conditions-là, ce qu'il n'y a pas eu, et ça serait certainement à revoir. Et quant au plan des maisons de repos qui est maintenant mis sur la table, alors certaines sont un peu réticentes et ont un peu l'impression qu'on les infantilise, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi certainement certains directeurs de maisons de repos qui n'ont peut-être pas pris non plus, au départ en tout cas, l'ampleur du phénomène, qui n'ont pas, sans doute été débordés, qui ne savaient pas, mais comme tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de plan d'urgence comme vous en aviez. Et je pense les équipements aussi, les équipements de protection individuelle font totalement défaut en maison de repos. Donc et par exemple, vous n'avez pas d'encadrement avec des infirmières qui sont là pour apprendre la prévention des infections. Donc tous les hôpitaux ont ce qu'on appelle des hygiénistes. Donc il y a un quota minimum d'hygiénistes, infirmiers et médicaux dans les hôpitaux. Ça n'existe pas dans les maisons de repos. Ça a été le rôle des MSF justement quand ils sont venus aussi aider dans les maisons de repos directement pour apporter un soutien médical un petit peu plus important. Et vraiment pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment le côté, même quand l'armée, surtout en région wallonne, est allée dans les maisons de repos, elle a apporté son soutien évidemment pendant la crise, mais ils évoquaient vraiment le fait qu'après ils ont pris en charge les soignants pour écouter leur douleur, parce qu'ils ont vraiment souffert et ils ont apporté ce soutien psychologique aussi après. Alors j'ai une petite question bonus pour vous, Michel Gérard. Est-ce que vous croyez qu'on va vers un vaccin ou vers un traitement du coronavirus, ou les deux? On aimerait les deux, évidemment. Oui, ça c'est l'idéal. Parce que le vaccin, c'est pour donner cette barrière générale. Oui, une protection pour tout le monde. Donc la protection de la population, et c'est pour des gens qui ne sont pas malades. Oui. Je dirais le traitement, c'est pour soigner la personne malade. Donc l'idéal, c'est d'avoir des antiviraux efficaces, peut-être des associations d'antiviraux, comme ça se voit pour le VIH, où en association ça marche mieux. La tuberculose, c'est pareil. Des anticorps, des anticytokines, des antiviraux purs. Et alors, effectivement, un vaccin qui aurait, je dirais, une durée relativement prolongée.
parce que s'il faut revacciner tous les ans, comme pour la grippe, c'est plutôt plus compliqué. Comme pour la pneumonie, par exemple. Comme pour le pneumocoque, où effectivement on a des vaccins qui durent plus longtemps. Et il y a des traitements aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous dites, il y a un traitement contre le Covid-19 ? Alors, il y a un traitement qui est en fait un anti-inflammatoire qu'on connaît depuis des décennies, qui est la dexaméthasone, donc qui est un corticoïde. Et ça marche. Alors là, il y a effectivement des études randomisées qui ont montré que administrer de la dexaméthasone aux gens qui ont des besoins en oxygène réduit de manière tout à fait statistiquement significative la mortalité des patients. Et c'est donc devenu un standard de traitement pour les quelques que vous cas. utilisez. Oui. Pour les peu de malades que vous avez encore. Peu de malades et qui restent. l'hydroxychloroquine, est-ce qu'on utilise encore ça chez vous ? Alors, ça a été retiré des recommandations de traitement de Ciensano, et donc, à mon avis, plus personne en Belgique n'utilise l'hydroxychloroquine. Eh bien, merci. Pour le coronavirus. Pour le coronavirus, bien sûr. Merci, docteur. Merci aux deux experts d'avoir participé à cette réflexion sur les leçons sanitaires. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, pour parler cette fois-ci des leçons philosophiques. Bon week-end.